Radio Courtoisie, la seule radio vraiment libre. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal du droit et des libertés, dirigé par Olivier Tournafont, assisté de Caroline, diffusé en direct mardi 6 juin 2017 de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bien, chers auditeurs, donc nous reprenons la suite de cette émission d'entre deux élections. C'est pour ça que nous sommes dans une sorte de calme plat, c'est l'œil du cyclone. Et nous avons intitulé cette émission « La monarchie serait-elle la solution ?» Et nous allons voir qu'il y a quelques raisons de penser qu'en effet la monarchie pourrait être une solution. Alors je redonne la parole à Frédéric Winkler du groupe d'Action Royaliste, qui va nous donner son avis sur ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Alors, ce que je voulais te dire aussi, c'est que par rapport à tout ça, sur le phénomène Macron, je veux dire, c'est Jean-Philippe, vice-président du groupe d'Action Royaliste, en parler plus profondément. Mais ce que je pense aujourd'hui, dans l'état actuel de la situation de notre pays, alors j'ai parlé tout à l'heure du taux de suicide des jeunes ou des petites professions, commerce, artisanat, agriculteurs, policiers aussi, enfin tous les corps de métier sont touchés. Ou tous les deux par jour, ou tous les deux jours, il me semble. Pardon. Et alors il y a cette dimension sociale, et puis nous aussi au groupe d'Action Royaliste, on s'occupe, enfin je suis président aussi de la Soupe du Roi, l'association Nos Seigneurs les pauvres et les malades, donc où j'ai des gars qui chaque mois font des maraudes dans Paris pour donner la nourriture et quelquefois des vêtements aux pauvres. Donc c'est ce qui est important, je pense, c'est de retrouver, et c'est ce qui fera la différence demain, c'est de retrouver entre nous ce sens de la vie communautaire que nous avons perdu. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on se regarde en frères entre nous déjà, et qu'on ne se regarde pas en adversaire, et voire en ennemi, des fois même dans nos propres familles. Et en fait, ce côté exacerbé d'individualisme qui est déjà dans le peuple gaulois et que la République a vraiment institué en principe de gouvernement, est quelque chose qui nous tue à petit feu finalement. Moi, je le vois à travers quelques fêtes populaires médiévales comme récemment, ou des reconstitutions historiques où les gens retrouvent quelque chose qu'ils ont perdu, qu'ils aiment voir et revoir. C'est ce sentiment et cette appartenance à une nation et à des racines. C'est très important, je pense. Et ce qu'il faut, c'est avoir... parce que si on pourrait très bien parler de ce qui ne va pas en France, mais malheureusement la liste serait trop longue. On pourrait aborder l'urbanisme avec des cités invivables, béton, le bitume, destruction des espaces verts et ainsi de suite. On pourrait parler d'écologie justement, où la monarchie représente pour l'écologie la solution, puisque c'est un gouvernement qui a le temps pour pouvoir régler. Il n'y a rien de mieux pour répondre à l'écologie, non pas un gouvernement sur 4 ans, mais quelqu'un qui ait le temps de faire les choses et puis de pouvoir préparer pour nos enfants demain un univers beaucoup plus serein, beaucoup plus intéressant. Je dirais, on a fait des études à travers nos revues, ne serait-ce que les problèmes de l'eau, les problèmes des surconsommations de produits chimiques dans l'agriculture. Enfin, on a des réponses à tous ces sujets-là. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on en est royaliste ? On n'est pas royaliste comme ça. On pourrait très bien être royaliste de tradition, comme avoir des ancêtres chouans, ou pour certains avoir un titre de noblesse qu'ils souhaiteraient peut-être récupérer. Mais bon, à mon avis, on en est loin, parce que de toute façon, au niveau de la noblesse, il faut avoir, à mon avis, un mérite continu pour pouvoir en bénéficier. C'est un petit peu comme la chevalerie, ça. C'est le sens du service chaque jour qui fait la noblesse de l'homme. Ce qui est important, c'est de donner de l'espérance, et c'est ça ce dont ont besoin le peuple de France, les jeunes aussi en France. C'est de l'espérance. Et l'espérance dans quoi ? Dans quelque chose qui donne
qui donne un avenir, qui redonne une nouvelle aventure capétienne, comme on l'a eu dans notre histoire. Mais cette espérance, elle est où? Il suffit de chercher. Il suffit quand on dit, nous, à travers nos émissions historiques qu'on a fait, à travers les vidéos, qu'il suffit de gratter les archives, il suffit d'aller voir dans les actes notariés, il suffit d'aller voir dans tout ce qui a été fait avant, on trouve les preuves. On ne les fabrique pas comme le fait la République depuis longtemps pour se créer une légitimité qu'elle n'a pas. Il suffit de trouver, et on voit cette participation citoyenne, et ça va être à mon avis un beau chausse-pied pour ce que tu veux dire par la suite, mais cette participation citoyenne réelle et vivante que l'on avait avant. On se targuait pas de liberté, égalité, fraternité, martelée sur des murs, sans aucune signification. On la vivait, cette fraternité, tous les jours. Évidemment. Et c'est ça qui est important. C'était liberté, égalité, propriété. Oui, tout à fait. Et puis c'est après, sous la Seconde République, on a décidé de remplacer la propriété par la fraternité parce que les idées socialistes étaient passées par là. Voilà, et exactement. On ne voulait pas fâcher l'extrême gauche. Voilà, exactement. Donc on s'est dit, les fraternités, ça arrange tout le monde. Voilà. Et en fait, c'est par ce chemin-là qu'on est devenu royaliste. C'est parce que par la recherche historique, puis après d'essayer de comprendre les problèmes contemporains et de trouver des solutions à tout ça. Et ça, c'est tout à fait exact. Je vais parler parce qu'il y a une femme parmi nous, mais on nous a expliqué à l'école, la femme a eu le droit de vote en 1945, ça nous fait doucement rigoler. Moi, je me souviens que la femme, il suffisait de gratter, et Régine Pernoud, les travaux de Régine Pernoud sont là pour le prouver, que dans le monde médiéval, je ne dis pas dans le Moyen-Âge, parce que c'est un terme qui lui aurait fait dresser les épaules, parce que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans quand même. Donc, dans le monde médiéval, la femme participait, elle était même chef de corporation et de corps de métier. Là, sur les corps de métier, on pourra un jour faire une émission là-dessus, si tu veux, pour expliquer les libertés que possédait le monde ouvrier à cette époque. Et je tiens aussi à rajouter là-dessus, c'est que la République, la Révolution et la République s'est construite sur la misère humaine. Parce que ça, faut quand même toujours le dire. Et le caractère fondamental antisocial de la République. Parce que quand elle est arrivée au pouvoir, la République, elle a volé les biens des ouvriers, des corporations, les milliards que représentaient... Et même qu'elle a volé les biens de l'Église. Tout à fait. Les milliards que représentaient ce qu'avaient les corporations pour faire l'apprentissage, pour s'occuper des pauvres, et cet embryon de sécurité sociale qui existait sous l'Ancien Régime. Tout ça, c'est à travers les brochures que nous avons faites, comme nous avons aussi expliqué que durant tout le XIXe siècle, la misère noire ouvrière, ce n'est pas la gauche qui a donné au monde ouvrier ces lois sociales. On va dire que si, indirectement, légalement. Elle a fini par le faire. Elle a fini par le faire. Mais c'est sur les travaux des catholiques sociaux royalistes qui, durant tout le XIXe siècle, se sont battus pour défendre le monde ouvrier. La Tour du Pain, par exemple. Exactement. D'ailleurs, la brochure que nous venons de faire paraître sur la Tour du Pain. Et avant, l'action de Napoléon III, qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, c'était bénéfique également. Je trouvais, il y a 2 jours, donc en Angleterre, pour l'occasion de l'anniversaire... Daniel Eck, notaire. Du décès du prince impérial, donc en Afrique du Sud, tué par les Zoulous, il y a 140 ans. Et alors nous avons pu visiter l'endroit où est enterré l'empereur Napoléon III, l'impératrice et le prince impérial. Et on nous rappelait que lorsque le prince impérial lorsque son père, Napoléon III, est décédé, il y a eu des obsèques très importantes, parmi lesquelles étaient venus plusieurs milliers d'ouvriers français pour remercier l'empereur de ce qu'il avait fait pour eux. Car c'est comme lui qui reconnaît les syndicats. C'est lui qui fait des lois protectrices. Il a supprimé la prison pour dette. Mais bien entendu. Il a introduit le suffrage universel. Tout à fait. Il a fait beaucoup de choses. Alors il faut savoir qu'il y a un monarchiste américain qui est en même temps un libertarien, c'est Hope, l'économiste Hans Hermann Hope, qui a écrit en 2004 un ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle Democracy, the God That Failed. Là je suis désolé, il faut bien parler anglais parce que là le titre est en anglais, la démocratie, ce Dieu qui a échoué. Et Hope est un libertarien et il est favorable à la monarchie parce qu'il dit au fond, même si on n'a pas toujours un héritier à la hauteur de la situation, le système est intrinsèquement vertueux parce que c'est une petite ou moyenne entreprise familiale où tout le monde est intéressé à la prospérité générale. La démocratie, dit-il, c'est une vaste copropriété où chacun veut
veut faire payer les autres et où le syndic, généralement irresponsable, cherche à s'enrichir au détriment des copropriétaires. Et il dit le système de la démocratie est un système intrinsèquement pervers alors que la monarchie est intrinsèquement vertueuse, quelles que soient par ailleurs les qualités plus ou moins grandes de l'héritier, sachant que la nature ayant horreur du vide, lorsqu'un héritier est incapable, il y a des gens qui le secondent et qui finissent par prendre le pouvoir à sa place. Donc ça c'est un point important. Et encore une fois, une monarchie ne peut pas devenir totalitaire parce que jamais le roi ne peut parler au nom de ses sujets. Il parle en son nom à lui. Il parle au nom des forces religieuse qu'il représente, mais en aucune manière il ne peut prétendre exprimer la volonté de ses sujets qui ont leur opinion. Alors que la République a cette possibilité absolument extravagante de pouvoir s'exprimer officiellement en notre nom alors qu'on pense le contraire. C'est ça qui me révulse profondément. C'est pourquoi je ne pourrai jamais être républicain. Alors que alors républicain ou démocrate, c'est un peu différent. La démocratie est un mode de gouvernement qui peut parfaitement prendre place dans une monarchie. Simplement, il faut bien reconnaître que le principe démocratique est en opposition avec le principe monarchique et que ces deux principes sont comme l'eau et le feu. Mais on peut mêler l'eau et le feu, ça fait la machine à vapeur, hein. Ça devient une source d'énergie d'ailleurs. C'est très utile. Mais c'est ce que tu as dit en début d'émission, c'est les trois pouvoirs d'Aristote, voilà. C'est la démocratie dans la commune, l'aristocratie dans la province et la monarchie dans l'État. Exactement. Et juste pour finir ce que tu venais de dire, je vais te citer le Norvégien Nansen, qui en 1905 a une interview de journalistes lui demandant pourquoi son peuple choisissait la royauté. Nous avons choisi la monarchie pour 3 motifs. Le premier, c'est que la Norvège n'étant pas riche, nous voulons un gouvernement économique, et vous le savez, il n'y a pas de gouvernement plus coûteux que la République. Le deuxième, c'est que nous voulons être forts, et la République nous eût rendu trop faibles vis-à-vis de la Suède. Enfin, nous voulons être libres, nous ne nous soucions nullement de subir la tyrannie des partis. Ben voilà, c'est parfaitement dit. C'est parfaitement dit. Au fond, je dirais que le royaliste que nous sommes tous est un ami de la liberté et un homme qui respecte l'autre. Il ne veut pas imposer son point de vue sous prétexte qu'il va convaincre une majorité de circonstances. Il essaye d'argumenter et il s'en remet à l'arbitrage du roi qui est censé incarner la tradition. Et le roi est forcément quelqu'un de modéré puisque le roi sait très bien que son pouvoir repose sur, au fond, une transcendance. Et il n'y a rien de plus fragile qu'une transcendance. Donc on ne peut pas en abuser de ce pouvoir-là. Alors que la République, demain, quand la République va nous surtaxer au mois de septembre, vous allez voir qu'elle se souciera pas beaucoup de votre opinion et de votre conviction intime. Elle vous dira c'est comme ça, sans ça c'est l'huissier qui vient vous saisir. Ça marche comme ça la démocratie, malheureusement. Alors on a quelques réactions d'auditeurs. D'abord, il y a un auditeur qui nous dit très justement qu'il faut, pour connaître bien la position et la personnalité de M. Macron, il faut attendre le 2e tour des législatives. Et là, on verra ce qu'est le personnage. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Donc, c'est pas le moment. Il est trop tôt pour tresser des couronnes de laurier. Alors, une auditrice nous dit que notre émission est une petite merveille. Eh bien, nous en sommes ravis. Il faudrait que les patrons d'émission parlent plus souvent de la monarchie. Bah oui. Cela dit, la monarchie est un système qui existe beaucoup dans le monde. Hein. Simplement, ce sont pas des monarchies traditionnelles. Par exemple, la Russie actuelle est une monarchie de fait, avec Monsieur Poutine. C'est une sorte d'autocratie, mais bienveillante, un despotisme éclairé. Il y a des monarchies moins sympathiques. Je pense que la Corée du Nord est une sorte de monarchie héréditaire quant à elle, mais qui ne porte pas ce nom, et qui est plutôt dans le style tyrannie. Et puis alors, vous avez la prétendue République populaire de Chine, qui n'est pas une monarchie, mais qui est une sorte de, on va dire, de république aristocratique, hein, parce que vous avez un parti unique qui tient tous les leviers de commande, et puis là le peuple n'a pas voix au chapitre, et puis il n'y a rien de plus hiérarchique et autoritaire que ce régime-là. C'est un régime de type fasciste finalement. Et là d'ailleurs le pouvoir économique est tenu en laisse. Et puis vous avez donc des monarchies un peu partout. Vous avez bien sûr les vraies monarchies comme le Maroc, et puis alors elles sont soit absolues, soit parlementaires. C'est un cadre à contenu variable. On en fait ce qu'on veut. C'est le plus vieux régime politique du monde, et il n'est pas idéologique.
logique. Alors, autre réaction. Un auditeur nous dit que pour lui, Macron a fait un pacte avec Satan. Bon, bah, écoutez, on va voir. Tout ça est à vérifier. On n'en sait trop rien. J'avoue que je n'écoute pas suffisamment Monsieur Macron, ça m'énerve, donc je ne peux pas en juger. Un autre auditeur nous dit le maréchal Lyautey, dans son discours de 1925, a dit que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie deviendraient indépendantes, qu'il faut que notre politique se fasse dans la paix et dans l'amitié. Oui, effectivement, Lyautey était un homme lucide. Enfin, Jean-Philippe Chauvin, vous voyez, un auditeur est enchanté. Il nous dit excellente émission. Avec Macron, ce sera la destruction programmée des paysages et des communautés rurales, des communes rurales, car il a des projets terribles de construction qui se moquent pas mal de l'avenir. Une foule de Pakistanais viennent et s'installent dans le plus grand secret depuis 2 ans comme ouvriers sur les futurs chantiers. Voilà, il faudrait qu'on voit ça, mais il y en a. De toute façon, on a l'impression d'un bateau qui prend l'eau de tous les côtés. Alors quand on est d'un côté, ça craque de l'autre, c'est effrayant. Enfin, un auditeur, Maître Eck, vous allez être content, qui dit félicitations pour l'analyse politique toujours pleine de retenue de Maître Eck. Et il se réjouit de voir cet auditeur que nous aimerions inviter, Monseigneur Louis de Bourbon, le duc d'Anjou, à l'antenne. Ben, c'est bien, le duc d'Anjou est le bienvenu. On pourrait faire une soirée des princes et des ducs ici, ça serait bien d'ailleurs. Jean de Vendôme, le duc d'Anjou, le prince de Bourbon-Parme, ça serait bien ça. Bien, alors maintenant Caroline, vous êtes un petit peu plongée dans le programme de réforme d'Emmanuel Macron qui veut moderniser le droit du travail et simplifier le code du travail. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé parce que je vois que c'est tout récent, hein. Oui, en fait, la conférence de presse a eu lieu aujourd'hui et donc c'est seulement depuis quelques heures, depuis 2-3 heures, qu'il y a des synthèses justement sur cette conférence de presse. Alors, le Premier ministre a véritablement annoncé que le projet de loi, en tout cas la réforme du Code du travail, serait bien par ordonnance, serait bien effectuée par ordonnance. Oui. Et le 28 juin, il y aura un projet de loi qui sera examiné en Conseil des ministres pour autoriser le gouvernement à recourir aux ordonnances. Oui, ça s'appelle une loi d'habilitation. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc lors de cette conférence de presse, il y a eu une présentation du cadre de la réforme. Donc il y a déjà la méthode qui a été exposée. Donc c'est tout d'abord la mise en place d'une concertation approfondie en 2 phases. Alors, si vous êtes des adeptes de la réunionnite aiguë, eh bien vous allez être servis puisqu'une 50aine de réunions sont prévues entre le 9 juin et le 21 juillet. Puis, vous aurez ensuite une autre série de concertations pendant le mois d'août jusqu'à début septembre, donc avec tous les partenaires sociaux. Et qui sont en vacances pourtant. Apparemment, non. Alors, on table sur l'absentéisme estival, probablement. Voilà. Donc, et l'objectif, c'est de réformer par ordonnance d'ici à la fin de l'été. Et cette réforme s'achèverait le 21 septembre selon leur calendrier. Oui, et alors est-ce que quelqu'un a dit l'automne sera chaud, hein? Non, pas encore, mais en tout alors, cas... est-ce qu'on connaît le contenu de la réforme? Parce que ça c'est bien joli de dire, alors, on va se concerter, on va réformer. Ça, on en fait autant, hein. On a même besoin de rétablir le roi. Alors pour l'instant, ce sont des grands axes qui ont été donnés. Donc vous avez 3 thèmes principaux dans le cadre des négociations. Hein. Oui. C'est-à-dire ce qui va rentrer dans le champ des négociations. Alors voilà, alors qu'est-ce qui va alors... Donc 3 thèmes. Le premier thème, c'est une nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche. Bon, d'accord. C'est-à-dire oui, l'encouragement de la négociation à l'intérieur des entreprises. Oui, donc ça va pas plaire aux syndicats qui vont perdre leur pouvoir. Hein, ça c'est clair, hein, que les syndicats vont être fous furieux. Parce que justement... ils ont des raisons de l'être. Voilà. Vous avez ensuite le deuxième thème de concertation qui est l'insimplification et le renforcement du dialogue économique et social, où il est prévu la fusion en fait de plusieurs instances de représentation des salariés dans ce thème. Alors voyons. Dans la fusion des syndicats. Mais tout ça, c'est pour le patronat, hein, déjà. Ah oui, je suis désolé. Oui, mais alors là, il me semble que tu parles quand même de gauche là cette fois-ci. Oui. Je parle comme un syndicaliste, tout simplement. Non, mais là effectivement.
donc, alors c'est vrai que les syndicats représentent plus grand monde aujourd'hui, 8% des salariés. Les syndicats représentent en fait ce que les citoyens représentent aujourd'hui dans le monde politique, mon cher Olivier. C'est vrai. Si aujourd'hui, au premier tour des législatives, au niveau des Français qui participent dans le monde, il n'y a que 20% de gens qui aient voté, ça prouve quand même qu'il y a un désintéressement. Il n'y a pas eu 80% d'abstention, non. Non. Ah bah, non, il a été dit. Non, mais pour le premier tour des. Pour le premier tour, oui, tout à fait. Il y a eu 80% d'abstention au premier tour. Dans les Français de l'étranger. Pour les Français de l'étranger, oui. Oui. Et donc, ça prouve qu'il y a déjà un désintéressement. Il y a aussi une lassitude, parce que on les enlève, puis on met les mêmes, de toute façon, parce que quelque part autour de Macron, il y a quand même pas mal d'anciens renards qui essayent de gratter une place pour être encore là, pour pouvoir continuer. Et puis d'ailleurs, là, ce que vous venez de dire à l'instant, là, ça prouve qu'une chose, c'est qu'on est en train de préparer pour le monde financier des lendemains heureux. Parce que de toute façon, moins il y aura de participation, et de combat au niveau social par les syndicats qui ne pourront plus rien défendre parce qu'on va essayer de fusionner un maximum pour qu'il y ait de moins possible d'entraves aux lois à l'intérieur des entreprises, et ben ça va être une catastrophe. Ah bon, on va voir. Alors continuez, Caroline, dans ce vaste programme qui déjà suscite une controverse. Et le troisième thème qui a été annoncé, c'est la sécurisation des relations de travail. Il a été évoqué à l'intérieur de ce thème, notamment la barémisation. La barémisation, oui. Des dommages et intérêts qui sont accordés par les conseils des prud'hommes. Par le conseil des prud'hommes, exactement, en cas de licenciement abusif. C'est ça, parce que actuellement le conseil des prud'hommes n'est libre de fixer les indemnités qu'il souhaite. Exactement, et notamment, généralement, plus un salarié était présent, travaillait en fait dans l'entreprise depuis très longtemps. Sur l'ancienneté, sur l'ancienneté, et plus effectivement il était accordé des indemnités importantes. Donc au fond, ce sont des mesures qui vont permettre de faciliter considérablement les licenciements. Et qui vont donc fluidifier, pour reprendre l'expression à la mode, le monde du travail. Jean-Philippe Chauvin. Moi, j'écoute avec attention ce qui est dit. On va voir ce qui va en sortir véritablement, parce que évidemment, il s'agit de créer un rapport de force avant que ne s'engagent les débats autour du 28 juin et puis pendant cet été. Moi, ce qui me marque profondément, c'est que la question sociale est la grande oubliée de ces dernières années. On l'a toujours vu dans le cadre de l'affrontement entre syndicats et gouvernement, mais souvent on a oublié les ouvriers eux-mêmes. Et on a oublié surtout que la mondialisation avait fragilisé le monde ouvrier. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que on est passé du prolétariat d'une certaine manière au précariat. C'est-à-dire que le prolétariat, on va le trouver dans les pays du Sud, dans lesquels souvent on va chercher une main-d'œuvre peu chère, où on va fabriquer pour consommer ici, et on est en même temps on est rentré dans l'ère du précariat pour un certain nombre d'ouvriers et de travailleurs. Moi, je suis très marqué par le fait que un certain nombre de chauffeurs routiers que j'ai rencontrés ces dernières années sont absolument inquiets de voir qu'ils sont remplacés à leur volant, à leur machine, par des camionneurs polonais contre lesquels ils n'ont rien en définitive. En attendant les robots. Mais en attendant la voiture avec sans chauffeur. La voiture autonome, le camion autonome. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression que la variable d'ajustement, c'est le salaire de l'ouvrier. Et c'est d'autant plus terrible parce que une économie devrait être au bénéfice de tous. Le but, je ne suis pas contre les inégalités. Maurras parlait avec une certaine raison des inégalités protectrices. Il est bon qu'il y ait des inégalités, mais il y a autre chose, c'est que les inégalités démesurées, et c'est la question de la démesure, elles sont des injustices sociales. Elles sont explosives. Voilà, et je crois que là, la question sociale, on la méconnaît un petit peu, on est en train de taper un peu toujours sur les mêmes, et je crains que les travailleurs français sont de plus en plus remplacés. On nous a parlé de grands remplacements d'une certaine manière, mais on le voit là concrètement à travers le travail, les travailleurs, et au-delà même des travailleurs, avec les machines, la robotisation, une automatisation qui est faite de plus en plus pour gagner, entre guillemets, de l'argent. Moi, ce qui me choque énormément, c'est que si l'on parle des délocalisations de Whirlpool, eh bien, on constate une chose, c'est que les salaires des ouvriers polonais sont 3 fois moindres que les salaires des ouvriers de Whirlpool à Amiens. Et est-ce que les prix des machines qui vont nous être revendus seraient moindres? Sûrement pas. Absolument pas.
c'est le même prix. C'est le profit qui sera et trois fois donc, plus grand. en définitive, le profit pour quelques-uns est beaucoup plus élevé, tandis que la perte pour beaucoup est d'autant plus élevée, elle aussi. Et ça, c'est ça qui est très inquiétant. C'est l'absence, apparemment, d'intérêt pour la question sociale que notre gouvernement, que la République peut avoir depuis quelques années. Ça, c'est très juste, oui. Depuis sa fondation. Oui, alors, si je puis me permettre de rebondir, je crois que le vrai problème, il remonte à 1791. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est il y a 2 siècles. Non. Mais en fait, nous avions 2 modèles. Nous avions 2 modèles économiques et sociaux qui s'affrontaient d'une certaine manière. Un modèle anglo-saxon, qui était celui de la libéralisation à tout crin. Un modèle où la propriété privée allait devenir, je dirais, la seule mode de propriété. Et puis il y avait un modèle français, un modèle beaucoup plus mesuré, avec des corps intermédiaires, des corporations, des métiers, etc., qui prenaient en compte les intérêts des personnes, des communautés, des lieux, des paysages, et qui ne voyaient pas que le règne de l'argent. Et on avait 2 modes de développement possibles. Or, en 1791, on voit une partie de la bourgeoisie d'argent qui se rallie à un modèle anglo-saxon et qui casse toutes les protections qu'il y avait pour les ouvriers, pour les travailleurs, que constituaient les corporations. Et là, le vrai problème du développement dans le monde qu'on a aujourd'hui et de la mondialisation, c'est qu'on a pris... On était la première puissance mondiale avant la Révolution. Si on avait réussi à imposer notre modèle, cette mondialisation, cette internationalisation des échanges aurait été beaucoup plus mesurée et beaucoup plus juste. On a choisi un modèle qui était injuste en 1791 et on fait basculer le monde ouvrier dans le précariat, plutôt à l'époque même dans le prolétariat. N'oublions pas que pendant 1 siècle et demi, eh bien, les ouvriers ont récupéré, après des luttes terribles, après des morts, etc., eh bien, ont récupéré simplement ce qu'ils avaient avant la Révolution française. Et là, je crois qu'on revient au même problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle anglo-saxon fondé sur la gouvernance qui est en train d'écraser toutes les protections sociales, tous les métiers, tous les travailleurs, tout le travail avec un grand T d'une certaine manière, au profit de quoi ? De l'argent, de la finance, de la démesure financière. Je ne reproche pas à certains de gagner beaucoup. Ce que je leur reproche, c'est d'être incapables de s'arrêter, de cette démesure complète. Cette disproportion. Alors, ce que dit Jean-Philippe Chauvin est très intéressant et juste aussi. Alors, nous ne sommes pas des égalitaristes et nous ne sommes pas du tout hostiles aux riches. Nous souhaitons que les gens soient le plus riches possible, mais que les pauvres soient le moins pauvres possible aussi. Nous souhaitons que la société se développe vers le haut. Ce que nous avons observé avec beaucoup d'intérêt, c'est que jusqu'à la chute du mur de Berlin et jusqu'à la chute de l'URSS, on pensait, et d'ailleurs c'était presque une sorte de tarte à la crème dans les années 70, on pensait que l'avenir, le sens de l'histoire, l'avenir des sociétés, c'était le développement de la classe moyenne et la disparition progressive de la très grande richesse et de la très grande pauvreté. En quelque sorte le modèle suédois, le modèle social-démocrate. Et on était convaincus, intimement persuadés que c'était ça l'évolution scientifique des civilisations industrielles. Et je me souviens dans les années 70 que c'était un dogme quasi intangible. On disait il y aura de moins en moins de riches et de moins en moins de pauvres, il y aura une très vaste classe moyenne et tout le monde sortira ainsi de la pauvreté et il n'y aura plus de gens très riches, ce sont des cas isolés. Et puis, en même temps, on croyait aussi que les religions disparaîtraient. Et ces 2 dogmes étaient totalement faux. Parce que d'abord, les religions, on a vu qu'elles avaient connu une résurgence très violente depuis une trentaine d'années. Et surtout, le sens de l'histoire a changé de sens avec la chute de l'URSS. La classe moyenne aujourd'hui était littéralement étrillée, écrasée de charges, d'impôts et de contraintes. Il y a une masse d'esclaves qui vivent du clientélisme politique, et il y a la classe moyenne qui est écrasée de charges, et il y a l'hyperclasse mondialisée qui, elle, évidemment, ne paye pas d'impôts.
D'ailleurs, je vous ferai remarquer que l'ISF ne porte pas sur les vraies grandes fortunes au nom du respect de l'outil de travail. Alors j'espère que vous admirerez l'emploi de ce vocabulaire issu de la vulgate marxiste au profit des grands capitalistes, mais l'outil de travail, donc les outils industriels, ne sont pas taxés à l'ISF. Ce qui est taxé, ce n'est pas le grand riche dont on réclame les suffrages, dont on demande l'aide. C'est pas des gens comme Berger qui sont taxés, c'est pas des gens comme Bettencourt. C'est le petit riche qui est taxé. Le petit riche propriétaire qui est libre d'esprit et qui pourrait même voter pour la droite. Celui-là, on essaye de l'étriller, de le taxer au maximum. Mais le grand riche, on le respecte dans la société actuelle. Et là, il n'y a pas de question d'égalité. Donc, ce retournement s'est fait avec l'effondrement du bloc soviétique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est apparu qu'il n'y avait plus que deux catégories. D'un côté, les vrais riches, mais immensément riches, et de l'autre côté, les vrais pauvres, et des milliards de vrais pauvres. Et c'est ainsi, il y a une bipolarisation. Il y a de plus en plus de vrais pauvres et très peu de vrais riches. Et on dit, vous devez choisir votre camp. Vous êtes riche ou vous êtes pauvre ? Vous êtes libre ou vous êtes esclave? Maintenant, choisissez. Et c'est ce qu'avait dit Friedrich Nietzsche au XIXe siècle. Il avait dit, mais la société démocratique aboutira à une nouvelle race de seigneurs qui régnera sur un peuple mondial d'esclaves. C'est exactement ce que nous avons sous les yeux. Et d'ailleurs, il disait que c'était l'aboutissement ultime du régime démocratique. Alors, voilà quelques réactions d'auditeurs. Un auditeur, qui est une femme, nous dit qu'effectivement, on relance le bâtiment, mais qu'on s'aperçoit que les ouvriers sont presque exclusivement des personnes qui viennent des pays de l'Est, donc ça ne fait pas travailler les Français. Mais c'est une évidence. D'ailleurs, quand M. Macron nous dit qu'il va surtaxer la propriété immobilière pour obliger les épargnants à acheter des actions et des obligations à la bourse, mais qui prouve que les épargnants français achèteront des actions françaises ou des obligations françaises. Ils achèteront peut-être des actions japonaises ou allemandes ou suédoises ou américaines. Un autre, oui, excuse-moi, oui, on relance les constructions, mais est-ce qu'on reprend un petit peu l'esprit de construire du beau aussi? Ah bah pas du tout. C'est comme la musique. Est-ce qu'on s'intéresse à avoir de la bonne musique? Est-ce qu'on s'intéresse à avoir de beaux paysages? Est-ce qu'on n'est pas en train de construire du béton partout? Pour avoir du gris du matin au soir devant les yeux. Évidemment. Ça crée la désespérance dans le peuple. Juste, oui. Alors, un auditeur me m'origène en demandant pourquoi je prononce le nom de Hoppe à l'allemande alors que c'est un nom d'origine anglaise. Mais non, et justement, Hans Hermann Hoppe, je l'ai prononcé en allemand parce qu'il est d'origine allemande lui-même. C'est un Allemand qui s'est installé comme professeur d'économie à Las Vegas. Mais il est allemand au départ. Et c'est lui qui a écrit cet ouvrage, Le Démocratie, le Dieu qui a échoué. Alors, on nous dit que le maréchal Lyotet s'occupait du Maroc, mais pas de la Tunisie. C'est probablement vrai. J'avoue que j'ai pas fait attention. Oui, oui, non, parce qu'on a amalgamé, on a fait un amalgame, comme on dit. On a parlé de la Tunisie par erreur. En Algérie, un auditeur nous dit, il valait mieux Napoléon III que la République. Au référendum de mai 1870. Napoléon III a fait 75% de oui en métropole, 90% de non en Algérie. Il était détesté des pieds noirs car il avait commencé la promotion des musulmans. Ça, je savais pas. Ça, c'est intéressant. Oui, Daniel. Le royaume arabe, oui. Ah oui. Mais vous savez, cette politique-là, elle n'a pas abouti. Et il faut revenir plus loin à la monarchie. Car au fond, la monarchie, quel serait, à mes yeux, son avantage primordial? C'est la durée. Ouais. C'est de permettre que le groupe dont il y a un monarque survive, traverse les vicissitudes de l'histoire. Regardez, si vous considérez l'histoire de France depuis 1789, nous avons connu, si je ne me suis pas trompé, je les ai comptés, 13 régimes politiques. Ouais. Moi-même, j'en ai connu déjà 4. Ah ouais, bon. Alors, vous imaginez ce qui se passe lorsqu'on a tant de régimes politiques qui ont chacun leur constitution, leur manière de voir le pouvoir, etc. Sans compter les alternances à l'intérieur de chaque régime. Oui, oui. Alors, donc, 13 régimes politiques depuis 1789 pour la France.
Prenons un exemple donc, de l'autre côté de la Manche, pour les Anglais, combien de régimes politiques depuis 1780 ? Un seul. L'Amérique aussi. La Suisse également, depuis 1848. Oui. Alors, quand je vois, par exemple, qu'en 1848, précisément, nous sommes les barricades, etc., enfin bon, c'est la République, les fondations ouvrières, etc. Pendant ce temps-là, les Anglais, eux, ils sont en train ils sont au Népal. Ils sont en train de conquérir les Indes. Pendant que nous sommes en train de nous amuser sur les barricades. Si vous voulez, voilà ce que je trouve très intéressant dans la monarchie, c'est cette continuité d'une patrie. Et comment voulez-vous qu'il y ait, parlons de l'Algérie, une politique suivie ? Le plus long des régimes politiques depuis 1789 a été, vous le savez tous, la Troisième République. Oui. Mais il ne faut pas oublier que, du temps de la Troisième République, les gouvernements, en moyenne, changeaient tous les 6 mois. Comment voulez-vous, dans ces conditions, avoir une politique, ne serait-ce la politique coloniale, suivie, si ça change tous les 6 mois ? Et on s'est bien rendu compte, avec, finalement, le désastre qui devait arriver, finalement, faute d'une politique suivie. Un jour, je parlais de la question algérienne avec une jeune Kabyle, très instruite, et puisque je suis en Algérie avant les événements, je suis allé pendant et après, eh bien, elle me disait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé de la question algérienne ? C'est que la France n'a jamais su exactement ce qu'elle allait faire dans ce pays-là. Pourquoi elle ne pouvait pas le savoir ? Ben c'est normal. Quand on a des gouvernements qui changent constamment, c'est impossible de le savoir. Tout ceci jusqu'à la catastrophe finale que nous connaissons. Allait-on faire un royaume arabe comme voulait Napoléon III ? Napoléon III voulait un royaume arabe. Et au départ. Et oui, parce que les chefs étaient très bien, enfin, se présentaient très bien, et Napoléon III. Donc Napoléon III ne souhaitait pas que la France reste installée... Mais il aurait préféré, qu'elle soit sous influence française. Ouais, ça, mais un royaume arabe ami, c'est ça. Voilà. Et monsieur Eck, toute cette politique anti-religieuse qui a eu aussi de la République, qui empêchait les religieux en Algérie de faire leur travail. Bien entendu. Et alors, évidemment, là encore, la politique anti-religieuse à laquelle vous faites allusion actuellement, ça va empêcher nos religieux de convertir les musulmans. Et le cardinal Lavigerie voulait le faire. Les Algériens eux-mêmes, les indigènes, y étaient disposés dans une certaine manière. Car Lavigerie a fait tellement de bien qu'il trouvait que finalement, la religion chrétienne était très bien. Mais halte là, le gouvernement de Paris, naturellement, l'a interdit. Le père de Foucault avait des mots. Et le père de Foucault, dès 1907, le disait. Et le maréchal Lyautey voyait bien, avec l'exemple du Maroc, qu'en Algérie, on allait à la catastrophe. Quand on lui demandait, monsieur le maréchal, combien de temps pensez-vous que le protectorat pourra durer ? Il faisait avec les doigts, 3 doigts, peut-être 2, comme ça. Mais pour l'Algérie, il voyait qu'on allait dans le mur. À cause de cela, parce qu'on a voulu faire une colonie de peuplement à la fin, mais qui n'était pas suffisamment importante. Il eût fallu, naturellement, plusieurs dizaines de millions d'Européens pour peupler l'Algérie, évidemment. Monsieur Eck, le problème de la France aussi par rapport à l'Angleterre au niveau des colonies, c'est que les Français étaient sédentaires et sont sédentaires. Et ça a été le gros problème du peuplement justement français en Amérique du Nord aussi, c'est qu'on était... Alors que les anglo-saxons sont beaucoup plus mobiles. Ils sont beaucoup plus mobiles. Et puis ce sont des marins. Ce sont aussi des marins, mais ce sont aussi des gens qui ont poussé aussi les populations à foutre le camp de leur pays. J'en prends part pour les Écossais et les Irlandais, même en Irlande, dont les Irlandais ont fourni à Louis XIV la fameuse brigade irlandaise de plusieurs milliers d'hommes. Et ils ont envoyé combien d'immigrés irlandais aux États-Unis d'Amérique ? Il y a eu la famine en Irlande. Il faut spécifier. Oui, et puis alors en outre, je parle évidemment sous votre contrôle, cher ami, mais je crois que, par exemple, du temps de Colbert, le gouvernement français n'encourageait pas les paysans français à partir en Nouvelle-France. Non. Parce qu'ils pensaient, à tort d'ailleurs, que la France n'était pas assez peuplée. Ah oui, alors exactement. Ils avaient peur de ça, oui. Ils avaient peur de ça, tout à fait. Alors, excusez-moi, je veux juste pour en rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la politique française et anglaise à ce moment-là n'était pas du tout la même. Non. Et d'ailleurs, je serais
Je serais intéressé qu'un jour un historien se penche sur le lien qu'il peut y avoir entre la guerre d'Amérique et la Révolution française. À mon avis, ce serait très intéressant parce que le ministre anglais Pitt affaibli les finances publiques. Le ministre anglais Pitt disait il avait l'intention, de toute façon, la monarchie anglaise avait l'intention de virer la monarchie française de l'Europe parce qu'elle posait beaucoup de problèmes à son hégémonie. Et pour elle, il était question de faire sortir la France de ses colonies avant de pouvoir l'attaquer sur le continent. Et nous, notre politique diplomatique à l'époque était inverse. Il fallait pour nous défendre le continent avant de défendre les colonies. Et ça nous a coûté l'Amérique. Bien sûr. Mais, ça nous a coûté l'Amérique. Il y aurait aussi beaucoup à dire là-dessus, mais c'était des erreurs de stratégie, à mon avis, et je porte pas tellement mon calme dans mon esprit. Non, mais pardon. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là aussi, et là par rapport à ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, au niveau de l'économie, au niveau de l'Angleterre, l'économie française, mais il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est comment dire les idées révolutionnaires qui sont arrivées en France, on va dire dans les valises de nos chers philosophes dits éclairés, hein. Les Canadiens et les Franco-Américains lui doivent cette fameuse phrase « Pourquoi se battre pour quelques arpents de neige là-bas ?» Oui. Jean-Philippe Chauvin, vous voulez intervenir? Oui, je voulais... Jean-Philippe Chauvin était historien. Nous parlons beaucoup d'histoire. D'abord, je crois qu'il faut effectivement qu'on rappelle que nous parlons bien de la monarchie à la française et de la monarchie française. Parce que chaque monarchie est différente est liée à une nation, à un pays. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans certains pays, le seul trait d'union d'identité, c'est la monarchie, c'est le roi. On le voit en Belgique. Et on le voit aussi en Espagne d'une certaine manière, et peut-être même au Royaume-Uni. Et quand on regarde l'histoire, il faut être clair, la monarchie au regard des expériences et des régimes qui se sont institués après, a réussi quand même à trouver un équilibre et la mesure et à faire en sorte que la France, à la veille de la Révolution, était la première puissance économique, la première puissance politique, la première puissance navale, ce qui était un effort, puisqu'on parlait de continuité et de durée, l'effort de la monarchie depuis Colbert, c'était de faire une marine. Mais on l'a eu, cette marine, et on a réussi à vaincre, après plus d'un siècle, les Anglais sur la mer. Et puis il y a autre chose. Les rois voyaient loin. C'est-à-dire que les rois, d'une certaine manière, La Fontaine a bien compris. Hein, mes arrière-neveux me devront cet ombrage, etc., etc. Parce qu'en définitive, les arbres qu'ont plantés les hommes de Colbert, eh bien, ils étaient destinés à faire des coques de bateaux. Mais aujourd'hui encore, ces arbres, car c'est sur des siècles et des siècles, on les exploite toujours. Je crois que l'arbre est sans doute l'un des meilleurs symboles qui soit de la monarchie française. L'enracinement, le tronc, qui est cette histoire longue, et puis toutes ces branches, ces fleurs, ces feuilles possibles. Et on constate qu'aujourd'hui, eh bien, la République a plus qu'été l'arbre. Elle l'a presque déraciné, c'est sans doute là l'un des grands reproches qu'on pourrait lui faire. Et d'ailleurs, je voudrais faire une remarque, les arbres de la liberté, puisque nous en sommes là. Les premiers arbres de la liberté n'avaient pas de racines. Ils n'avaient pas de racines pour un certain nombre. Et n'oublions pas une chose, c'est que la Révolution française, ça a été l'époque de la grande déforestation, dont d'ailleurs se plaignait François-René de Chateaubriand quand il est revenu en Bretagne. Pourquoi? Parce que on avait vendu tous ces bois qui appartenaient aux abbayes, qui appartenaient à des monastères, etc. Et les bourgeois de la ville qui les avaient récupérés avaient souvent coupé pour rapporter tout de suite de l'argent. Cette grande déforestation. N'oublions pas que la Révolution a été sans doute un des plus grands désastres écologiques et environnementaux de l'histoire de France. On le méconnaît, le deuxième désastre environnemental, ça sera la révolution industrielle et l'extinction des oiseaux. Et le troisième, ça sera les 30 glorieuses et 30 ravageuses. Et là encore, on constate que la République n'avait pas de souci du lendemain, n'avait pas de souci du paysage. Il fallait voir des individus et non pas des personnes et des communautés. Alors, ce que vous dites est tellement juste, puisque moi qui connais très bien la forêt de Fontainebleau, pour laquelle je m'essaye de me battre pour la sauver, le désastre a commencé avec la création de l'Office national des forêts en 1964, qui est un établissement industriel et commercial, donc qui, contrairement à l'ancienne administration des eaux et forêts, qui était d'origine royale et qui avait survécu, qui avait magnifiquement préservé les grandes forêts domaniales,
impériale, l'ONF était chargé de les exploiter économiquement, et Edgar T. Pisani avait décrété, vers 1967, la forêt de Fontainebleau doit être gérée comme un champ de petits pois. C'est exactement, et elle l'a été, et on a abattu à peu près, entre 1967 et aujourd'hui, on peut dire 40% du massif a été ravagé par les bulldozers de l'ONF et les tronçonneuses. Et l'on voit aujourd'hui... Et aujourd'hui, il y a un appauvrissement de la biodiversité qui était énorme. Puisque et une désertification des sols. Et du coup, les problèmes climatiques qui se posent. C'est absolument... Il faudra faire une émission là-dessus. Alors, je voulais vous dire que j'ai beaucoup de réactions dans l'ensemble plutôt positives des auditeurs. Un auditeur nous dit, si le maréchal Lyautey a bien parlé de l'indépendance des trois pays dans son discours public du 14 avril 1925, c'est tout à fait possible, même s'il ne s'occupait pas, en effet, de la Tunisie. Un autre auditeur nous dit que les pires crimes de la République, ce sont ceux de De Gaulle, du général de Gaulle, donc, Gerboise bleue et verte, ainsi que les massacres des harkis, oui, et puis il y a aussi les massacres de la Vendée, quand même. C'est quand même des crimes abominables. Une auditrice est très enthousiaste. Elle dit bravo pour vos intervenants royalistes, ils sont remarquables et convaincants. Donc vous voyez, Jean-Philippe Chauvin, Frédéric Winkler, vous êtes remarquables et convaincants. Je m'aperçois que je suis royaliste sans le savoir depuis des années. Par contre, je ne sais à quel roi donner ma confiance. Le Bourbon espagnol ne m'inspire pas. Ne peut-on pas fonder une autre dynastie? Bah oui, ça c'est un grand... On va parler tout à l'heure des institutions royales. Ouais. C'est une grande question. Bon, on a le roi que la Providence nous envoie, mais vous savez, c'est pas parce qu'un souverain ne vous inspire pas a priori que c'est pas un bon souverain. Regardez Louis XI. Je pense qu'il aurait inspiré personne au départ. C'était quelqu'un de assez patibulaire, même. Il était voulu par tout le monde. Exactement. C'était un très grand roi. Et en Angleterre, Édouard VII, qui était un très bon roi, était quelqu'un considéré comme un débauché épouvantable. Donc, on peut pas savoir. Moi, je suis comme vous, mais peut-être faudrait-il mettre en place un conseil de régence pour que déjà les institutions se stabilisent avant de retrouver un roi. Mais on le retrouvera toujours, il y aura toujours... Alors, fonder une nouvelle dynastie, oui, pourquoi pas, je sais pas. Oui, ça s'est vu dans l'histoire, il y en a eu. Il y en a eu, ça que là, ça va se bousculer au portillon. Olivier, t'es en train de te perdre. Je suis en train de dériver un peu. T'es en train de te perdre. Oui, mais Hugues Capet aurait peut-être raisonné comme ça aussi. L'essentiel, c'est de faire comprendre aux Français qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses où l'on se trouve, on se trouve finalement, après plus de 200 ans d'une république, déjà très très vieille et déjà bien usée, avec une histoire qui a commencé par le sang du peuple, faut quand même le dire parce que tu parlais de la Vendée, mais on aurait pu, on a expliqué la Vendée, mais on pourrait parler du Pays Basque avec ses déportations, des tanneries de peau humaine, on va pas faire l'histoire aujourd'hui du commencement de cette république, mais ce qu'il faut surtout faire comprendre aux interlocuteurs qui nous écoutent, c'est que aux auditeurs, pardon, c'est que puisqu'ils interviennent. Le plus important, c'est qu'à un moment donné, je pense, pour nous qui avons soit des origines, soit des attachements à la Suisse. Il faut interrompre pour Bobino. Attention, le technicien. Je reprendrai après. Tu vas reprendre après. D'accord. Dimanche 25 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 25 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux aux frais des livres dédicacés. Retenez, dimanche 25 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors, après l'annonce pour Bobino, nous redonnons la parole à Frédéric Winkler du groupe d'Action Royaliste. Merci Olivier. Donc, ce que je voulais exprimer, c'était que le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que dans la situation dans laquelle on se trouve, avec une république qui, après 200 ans, est déjà bien usée, l'idée monarchique est en fait une idée nouvelle et une idée novatrice pour nous. Elle représente un système de gouvernement qui
pourrait fédérer différentes choses en France, donc notamment le retour pour nous, enfin le plus essentiel pour nous, c'est le retour de la participation citoyenne. Alors citoyen évidemment au sens grec du terme, qu'on ne se trompe pas. Et cette participation citoyenne pour nous est très importante. C'est évidemment à l'image de ce qu'on connaît encore un petit peu en Suisse, évidemment. C'est qu'en fait, de démocratie, on en voudrait plus, nous. Ça paraît paradoxal, alors qu'on veut une monarchie. Mais direct. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui concerne le citoyen de près, que ce soit au niveau de son cadre familial, de son cadre professionnel, de son cadre citadin et environnemental, c'est qu'il doit décider. On ne doit pas décider à sa place. C'est ça le plus important à comprendre dans notre message royaliste. C'est ça le plus important. En fait, c'est une libération que l'on demande. Exactement. Et l'autonomie, reprise de l'autonomie qu'on a laissé trop longtemps. Je veux pas dire comme Maurras, mais enfermé dans les préfectures, mais quelque part, c'est une autonomie qui a été, prise par l'État républicain, mais qui a été aussi, il faut bien le dire, parce qu'il n'est pas non plus responsable de tout, que le citoyen a s'est laissé prendre quand même, parce que il s'est laissé mettre en tutelle. Voilà, parce qu'il faut même bien dire une chose, c'est que si on dit toujours, tiens, aujourd'hui on vit une situation, mais si nos pères ou nos grands-pères voyaient ça, il y a longtemps qu'ils seraient descendus dans la rue. Mais bien sûr qu'il y a longtemps qu'ils seraient descendus dans la rue. Évidemment. Mais aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une situation où les gens sont devenus des robots. Tout simplement des robots. On rentre chez soi, on allume la télévision et hop, on a le reality show là qui passe le soir et puis voilà, puis on se tait plus. C'est la réalité virtuelle. Exactement. Et cette réalité virtuelle se retrouve dans les réseaux sociaux. Nous avons justement au sein du groupe d'action réaliste beaucoup travaillé là-dessus parce que pour nous c'est un moyen de communication formidable. Mais on s'aperçoit aussi qu'à travers ça, beaucoup de gens s'imaginent qu'en ayant posté un message, ils ont fait une action politique dans la journée. Donc à partir de là, on n'est pas prêt d'avancer. Et nous, notre message, c'est l'autonomie du citoyen, que les gens reprennent leur pouvoir. En fait, c'est ça le plus important. Et se parlent entre eux. Qu'il y ait des commissions locales qui débattent, comme en Suisse par exemple, de la question de savoir si l'on doit faire tel ou tel aménagement dans telle commune. Et l'avantage du système suisse, c'est que ceux qui votent la dépense, ils vont payer la dépense. Et ils vont pas dire c'est l'État. Ils savent que c'est le budget de la commune. Donc il y a des discussions et puis il y a des commissions d'enquête et c'est sérieux. Et ce dans tous les cantons, et ça crée d'ailleurs une émulation, parce que les gens les plus compétents et les plus intéressés sont ceux qui vont participer au processus électoral. Ceux qui s'en fichent, ils s'abstiendront. Il y a beaucoup d'abstention en Suisse dans les cantons, mais ça crée une sorte de sélection naturelle. Du coup, ce sont les citoyens les plus compétents, les plus avisés ou les plus intéressés qui vont s'occuper des dossiers qui sont parfois extrêmement complexes. Parce que un de nos amis suisses nous disait, quand on a par exemple posé dans la République de Genève la question de savoir si on devait donner à l'urbanisation certaines terres agricoles, il y avait d'un côté des viticulteurs et des agriculteurs, de l'autre côté des promoteurs immobiliers et aussi des gens qui souhaitaient le respect du pré et paysage, et les gens se sont vraiment affrontés pacifiquement, évidemment, par des argumentations, des débats contradictoires, et ça a permis une vraie décision politique. Dans l'Ancien Régime, ça n'aurait choqué personne, parce que on oublie toujours, et les gens ont perdu complètement l'idée de ce qu'était l'ancienne France. 80% des règles de droit étaient d'origine coutumière. Donc c'était au fond le mode de fonctionnement le plus démocratique qui existe, puisque c'était le corps social lui-même qui créait ses propres règles de droit. La partie législative ou la partie jurisprudentielle, les arrêts des parlements, ne concernaient qu'une infime partie des questions. Et c'était pour toutes les matières qui ne pouvaient pas être tranchées localement, directement, et qui nécessitaient un arbitrage de l'État ou de la province. Mais il est bien évident que sous l'Ancien Régime, le fonctionnement de la nation, il était foncièrement démocratique. Ne serait-ce que parce qu'il y avait des corporations où l'on votait, dans l'église on votait, dans les municipalités on votait, les syndics étaient souvent élus, et il n'y avait pas, on vous imposait pas 10 000 textes nouveaux, généralement d'ordre public chaque année. Et nos ancêtres seraient abasourdis de notre passivité et de notre servitude. Exactement. Et des impôts auxquels nous sommes assujettis, et des contraintes, et des moyens d'investigation dans notre vie privée, et des délits d'opinion.
C'est absolument ahurissant. Donc en fait, quand on nous dit, si vous êtes pour la royauté, c'est que vous êtes contre la démocratie, mais pas du tout. Ceux qui disent ça n'ont rien compris. C'est justement parce que nous voudrions plus d'autonomie aussi pour le citoyen que nous sommes pour la monarchie, justement. Donc tout cela est extrêmement vrai. Les gens ont perdu de vue que l'inflation législative est un phénomène républicain. L'inflation réglementaire, la bureaucratie partout aujourd'hui, tout le monde attend tout de l'État. Et plus personne n'est capable, par soi-même, de prendre la décision. Et ben justement, c'est ça la démocratie, hélas. La démocratie représentative, en tout cas. Donc la démocratie directe, nous y sommes bien sûr très favorables. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose en tant que breton, c'est que dans l'ancienne France, l'on votait beaucoup, mais l'on votait aussi dans les provinces, dans les métiers, et les provinces au sens fort du terme avaient un vrai pouvoir. Il y avait la monarchie était peut-être pas fédérale telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais fédérative, c'est certain. Et surtout, on le voit aussi à la manière dont la monarchie respectait les cultures provinciales et les langues, et les langues locales, parce que on nous dit toujours mais l'édit de Villers-Cotterêts de 1539, oui, mais François Ier ne fait que remplacer le latin par la langue française qui est la langue du roi et qui deviendra une langue d'ailleurs diplomatique ensuite importante. Mais il n'empêche pas, il n'interdit rien, et les Bretons continuent à parler breton, les Basques continuent à parler basque, etc., etc. C'est à partir de la Révolution française. Ça n'empêche pas l'unité du royaume, d'ailleurs. Voilà, c'est à partir de la Révolution française, de l'abbé Grégoire entre autres, que l'on voit cette véritable haine contre les cultures locales, régionales, provinciales. Et je l'ai vécu moi aussi, d'ailleurs, cette méfiance à l'égard de la culture provinciale. Et d'ailleurs, dans l'éducation nationale, nous avons encore des programmes nationaux, mais qui souvent n'ont pas beaucoup de sens. Il faut être clair, qui n'ont pas beaucoup de sens en définitive, et qui ne permettent pas aux élèves de comprendre la réalité d'un événement politique, l'industrialisation, même l'incorporation d'une province dans le territoire français, etc., etc. Et je crois que aujourd'hui, le combat royaliste, il passe par ces identités multiples, plurielles. La France est, d'une certaine manière, elle n'est pas multiculturelle, non. Mais elle est, en son sein, pluriculturelle. C'est-à-dire qu'elle est diverse. C'est, je cherchais son nom tout à l'heure, c'est le Fernand Braudel qui disait « La France s'appelle diversité ». Mais ce n'était pas la diversité qu'on veut nous vendre à tout prix aujourd'hui. C'était une diversité naturelle, c'était des racines issues d'une vieille histoire, avec des drames, mais aussi avec des espoirs, etc., etc. Or, justement, la République a tué tout cela. Et je voudrais dire une chose, c'est qu'on nous a dit il y a une décentralisation républicaine. Alors oui, il y a des linéaments de décentralisation. On a eu les lois de Defferre, mais qui étaient déjà pressenties d'ailleurs par le général de Gaulle d'une certaine manière. Et je n'oublie pas que le général de Gaulle s'est adressé pour la dernière fois en public à Quimper, avec quelques mots de breton, car son grand-père parlait breton. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu avec le gouvernement Valls, qui est sans doute un des plus jacobins qu'on ait eu. C'est que on a eu des provinces, ou plutôt des régions, qui ont été choisies au dernier moment. Le chiffre qui avait été donné à la presse était un double X, et ils ont su une heure avant l'impression quel mépris à l'égard des Français. Oui, les régions correspondent à non dit que ni tête. À l'égard des Bretons, à l'égard des Basques, etc. On a vu que des régions administratives, et on n'a parlé que d'économie quand les Français ont besoin justement qu'on leur parle d'autre chose. On n'est pas amoureux d'un taux de croissance. On n'est pas amoureux d'un chiffre, d'une statistique. Si l'on veut que les Français retrouvent de l'espérance, de l'espoir, de l'envie de vivre au sens fort du terme, il faut leur donner aussi des éléments de culture. Je me souviens avoir été un petit peu agacé par la question d'un géographe lors de mon CAPES, lors de mon concours, où j'avais fait apparemment une défense de la petite et moyenne agriculture française. Et il m'avait demandé, mais ça sert pas à grand chose la culture. Et je lui avais rétorqué que si l'économie nous donne des moyens d'existence, la culture, et les cultures provinciales en particulier, nous donnent des raisons de vivre. Si l'on veut véritablement que l'arbre France redécolle vers le ciel d'une certaine manière, il faut nourrir toutes les racines provinciales françaises.
Or, aujourd'hui, la République, c'est justement la volonté de mondialiser à tout prix, de folkloriser les cultures régionales et non pas de faire vivre ce qui peut vivre et ce qui doit vivre. Alors, il y a eu dans la monarchie et dans la royauté une vision organique de la société qui identifie la société à un organe vivant qui peut soit prospérer, soit dépérir. Et cette vision organique est totalement niée par la République qui, elle, ne voit que l'homme abstrait, qu'une sorte d'électron libre dans l'univers, qui n'est pas enraciné. Mais le problème, c'est que celui qui est citoyen du monde, en fait, n'a pas de liberté puisque il n'a pas de culture propre, il n'a pas d'enracinement, il n'a pas d'amour spécifique. Il n'a pas d'espoir. C'est un agent économique et il n'a même pas de charité pour son prochain parce qu'il n'y a pas de prochain. Si vous vivez à Hong Kong, c'est quoi votre prochain? C'est le français, le canadien, l'américain que vous côtoyez dans votre quartier de riches expatriés, ou c'est le chinois là qui est de l'autre côté de la rue? Donc c'est terrible. Mais je crois que c'est Yvan Blot qui disait l'État, la société qui ressemble le plus à ce qu'était la société de l'Ancien Régime, c'est la Suisse aujourd'hui. Parce que dans la Suisse aujourd'hui, l'État ne se préoccupe pas de ce que font les citoyens, ou le moins possible. Et les citoyens gèrent encore leurs affaires. Ou peut-être un peu les États-Unis, d'ailleurs, dans l'État fédéral, il n'est pas là partout. Nous, l'État veut se soucier de tout ce que nous faisons et tout ce que nous pensons. Rappelez-vous cette affiche de la ville de Paris qui m'avait beaucoup choqué. En 2013, il y avait marqué... Partout, il y a des opinions qui sont des délits. Mais c'est épouvantable, ça c'est totalitaire. D'en arriver à mettre une affiche. D'ailleurs, ils n'avaient même pas pensé que ça avait des délits d'opinion, qui montrent qu'ils sont pas très forts. Alors, est-ce que nous avons encore des questions? Alors, il y a un auditeur, très justement, nous rappelle qu'il y a 2 ouvrages de Vladimir Volkov qui sont faciles à lire et courts. Pourquoi je suis moyennement démocrate et pourquoi je suis plutôt aristocrate. Et effectivement, il faut lire ces ouvrages. J'ai toujours aimé les livres de Volkov qui sont toujours très très faciles à lire, très pertinents. Et le livre du roi, je crois, qui est un très très bon livre. Alors Raspail et Volkov, ce sont des valeurs sûres. Alors il y a un auditeur qui nous dit: j'écoute avec intérêt votre émission. Comment voulez-vous que notre pays s'en sorte? Absence de gestion du type bon père de famille, dans les fameux ronds-points. Problème de gestion de la paix sociale qui est aussi une arme de ceux qui ne volent pas de biens. Problème de la dette qui est une entrave à toute réforme contraire aux intérêts de ceux qui nous devant de l'argent, bah évidemment, mais on marche en dépit du bon sens, on marche sur la tête. Et Jean-Louis Harouel, que vous connaissez bien et qui est venu très souvent à ces émissions, dit toujours: il fallait que la France soit un pays immensément riche et immensément puissant pour pouvoir permettre une telle gabegie pendant 50 ans et pour ne pas encore avoir touché le fond. Pour ne pas encore avoir touché le fond. Parce que quand on voit la manière dont tout est géré, c'est totalement kafkaïen. Moi qui suis à l'université, c'est complètement kafkaïen. C'est hallucinant. C'est totalement soviétique. Mais même de ce qu'il y a de pire en URSS. Alors à ce chose, il n'y a pas le goulag. Mais évidemment, on ne peut pas continuer très longtemps comme ça. Alors donc il nous faut des votations populaires, donc des référendums, à la manière suisse. Donc on peut prévoir des référendums municipaux. On peut prévoir des référendums provinciaux et on peut prévoir des référendums nationaux sur les sujets qui touchent à l'identité des Français, à leur mode de vie, à ce qui leur est cher. On n'est pas obligé de faire voter les gens sur des questions qui sont controversées, complexes, difficiles à maîtriser et qui risquent de donner lieu à des dérives idéologiques. Donc, à mon avis, plus on est proche du peuple, plus le référendum doit être employé. Au fond, le référendum est un petit peu le succédané de la coutume, puisque la coutume s'est disloquée avec la dislocation du lien social. Elle a été remplacée par le droit légiféré et réglementaire. Eh bien, au moins à ce moment-là, que par le référendum, on redonne cette liberté. Mais l'Ancien Régime ne connaissait pas de notre inflation législative. Alors après, au niveau de la province, autrefois, au niveau de la province, la noblesse avait un rôle important. Aujourd'hui, nous avons des oligarques,
Nous avons une hyperclasse mondialisée, mais nous n'avons plus de noblesse. Or, une aristocratie, c'est très important. Parce que la noblesse, c'est elle qui a fourni les savants, les artistes, les hommes politiques, les militaires. Si Napoléon Bonaparte voulait recréer la noblesse d'empire, c'était pas pour rien. Parce que Bonaparte était tout sauf bête. Il avait bien vu tout l'intérêt qu'il y avait de créer au-dessus de la bourgeoisie une classe qui ne serait pas dévouée à l'argent. Parce que c'est facile d'avoir une classe dévouée à l'argent, on voit ça partout. C'est le darwinisme social. Mais dans la noblesse, n'est pas noble qui veut. Il faut faire ses preuves et sur plusieurs générations. Il y a un ouvrage de François Bluch, le grand historien François Bluch, qui s'appelle La société de l'Ancien Régime, et qui montre tout l'intérêt de la noblesse, parce que on pouvait être très très riche sous l'Ancien Régime. Par exemple, on pouvait être fermier général, mais on n'était pas forcément noble. Et quand on était noble, on obéissait à l'adage « noblesse oblige ». Et on devait des services d'ailleurs. Alors on avait des privilèges, on devait des services. Alors certes, beaucoup de choses étaient devenues désuètes, beaucoup de choses n'étaient mal supportées. Il y a eu la réaction nobiliaire qui était extrêmement négative, l'affaire des 4 quartiers de noblesse pour entrer dans l'armée ou l'administration. La noblesse a eu un rôle certainement néfaste au XVIIIe siècle, et elle a précipité, probablement par sa maladresse, la Révolution française. Mais on a, pardonnez-moi l'expression un peu familière, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la puissance de l'Angleterre? C'est son aristocratie. C'est l'existence encore d'un trône, de tradition, d'un art de vivre qu'on a perdu partout ailleurs. Un peu encore, on a encore ça un peu en Espagne, où la noblesse a gardé quelques existences. La noblesse italienne et la noblesse allemande ont gardé une influence, mais l'aristocratie est un contrepoids très utile à la classe économique. Parce que la classe économique, on appelait ça les arrivistes autrefois. Alors c'est très bien d'arriver, il y a des gens de très grand talent, mais il y a un certain état d'esprit. Et moi je n'aime pas que tout soit monopolistique, donc j'aimerais bien qu'à côté de la grande bourgeoisie, financière ou bureaucratique, il y ait aussi une aristocratie qui la tienne en échec. Donc je crois qu'il faut recréer une nouvelle noblesse. Alors ça paraît complètement utopique mais alors bien sûr il y a les camelots du roi qui sont un ordre de chevalerie, je le rappelle. C'est pas ça, mais vous pouvez être anobli par Frédéric Winkler en personne dans une soirée initiatique dans les sous-sols parisiens. Mais qui dit noblesse aussi, il faut bien le spécifier aussi, c'est pas seulement des privilèges, c'est surtout beaucoup de devoirs. Et c'est ça qui est très important à spécifier, parce que la noblesse c'est des devoirs avant tout. C'est pour ça et d'ailleurs beaucoup ont voulu à nu du 4 août se débarrasser de la noblesse, parce que ça leur demandait beaucoup plus de travail que de bien que ça leur apportait. Mais effectivement, tu as bien fait de préciser que beaucoup de nobles étaient souvent beaucoup plus pauvres que des simples paysans qui habitaient pas loin de chez eux. D'ailleurs, phénomène de la Bretagne ou même de la Vendée, où beaucoup de petites noblesses ont servi justement de chef pour faire la contre-révolution, et là pour le prouver. Mais ce qui est important aussi de spécifier, c'est que il y a aussi mais la noblesse c'était quand même un ascenseur social qui a été effectivement, il y avait eu des blocages, tout ça, c'est comme il y a eu aussi sur les corporations, il y avait des besoins de réforme, mais il n'y avait pas besoin de supprimer ces corporations, comme il n'y avait pas besoin de supprimer cette noblesse. Parce que moi j'ai encore parlé de l'Amérique, mais j'ai encore pas mal de noms justement de personnes qui ont été anoblies en Amérique. Il y a des gens qui étaient fils de commerçants ou fils de drapiers qui montaient. Mais alors que sont-ils devenus les nobles américains? Alors ceux qui sont anglais dépendent de la reine d'Angleterre évidemment. Mais les autres. Les autres sont rentrés en France en 1761. Après, certains sont peut-être restés en Louisiane quand même. Il y en a qui sont partis en Louisiane, il y en a qui sont rentrés en France, il y en a qui sont de France repartis justement après en Amérique parce qu'ils avaient malheureusement pris un rythme de vie qui était difficilement, le même que celui qu'ils allaient retrouver sur le continent. Alors, une aristocratie est toujours préférable à une bourgeoisie parce que l'aristocratie est polie par le temps et par les traditions, par l'art de vivre et par le bon goût et la distinction. Ce qui est loin d'être le cas de la grande bourgeoisie. Vous avez dans la grande bourgeoisie des gens qui sont souvent des cyniques et des arrivistes forcenés. Alors qu'il y a dans l'aristocratie un principe vertueux par nature. Sous l'Ancien Régime, nous, professeurs de droit, nous étions anoblis au bout de 20 ans d'exercice.
exercice. Eh bien, je vous avoue, on recevait un titre de comte, et d'abord viager, mais qui pouvait devenir héréditaire. On s'est dit, eh bien, j'avoue que moi qui exerce ce métier de professeur de droit depuis plus de 20 ans, si j'étais comte, je m'en sentirais bien et je me dévouerais encore plus à ma mission parce que je me dirais noblesse oblige. Alors que si on vous donne pas cette chance, vous restez un monsieur tout le monde qui s'occupe de ses affaires privées égoïstement, mais qui ne cherche pas à faire perdurer ce qu'il a fait dans sa carrière. L'aristocratie est un moyen, justement, de valoriser ce qui a été fait. Alors, de nouveau, des questions d'auditeurs ou des réactions. Alors, émission très intéressante, nous dit un auditeur. Pour information, si on cite le Bourbon espagnol, donc Louis de Bourbon, le duc d'Anjou, l'un des fils de Thierry Ardisson, là pour parrain, eh ben, je m'en réjouis. Et pouvez-vous parler des Orléans? Alors, les ducs d'Orléans sont des gens qui sont parfois controversés. On ne va pas rentrer dans les controverses doctrinales et surtout les controverses dynastiques. À une époque, le duc de Vendôme, Jean d'Orléans, avait fait, sous la férule d'ailleurs d'Hilaire de Crémier, beaucoup de choses. Il avait même publié en 2005-2006 un ouvrage, en 2007, qui était un prince français de très bonne qualité. Qui était présenté aujourd'hui, qui était exactement. Alors aujourd'hui, il s'est un peu mis en réserve, on va dire. Il est parti vivre en Autriche, je crois. Non, pas en Autriche, non. Il vit à Dreux. Il vit à Dreux désormais. Il avait voilà. Nous allons rencontrer. Donc il y a le duc d'Orléans. Alors on lui reproche d'être un descendant de Philippe Égalité, tout péché miséricorde. Oui, mais alors dis donc. Et puis il y a eu un très bon roi qui était quand même Louis-Philippe. C'était pas un mauvais roi, Louis-Philippe. Si on reproche, on va pas recommencer sur les querelles dynastiques. La plupart des membres de l'Action française au début du XXe siècle avaient beaucoup de. Non, mais c'est pas ça. Avaient beaucoup d'ancêtres qui avaient des fois porté des têtes au bout d'une pique. Et pourtant ils étaient devenus royalistes. D'ailleurs, il y a des débats justement avec Henri Lagrange qui s'amusait dans des réunions de nobles à faire justement, à prétendre ce genre de choses pour pouvoir un petit peu changer un peu. Mais ça n'a aucune importance. Alors, nous sommes pour aujourd'hui et demain. Un autre auditeur nous dit si nous n'avons pas pu peupler nos territoires en Amérique et au Canada, c'est parce que les Français étaient bien chez eux et que malgré le refroidissement qui sévissait, oui, effectivement, il y a une petite âge glaciaire au XVIIe, XVIIIe siècle et qui amenait de grandes disettes, ils étaient encore mieux que les Italiens, les Irlandais, etc. Et même les Suisses, on pourrait dire, qui ont dû s'expatrier. Et un vieux proverbe disait « heureux comme Dieu en France », c'est absolument vrai. Et oui. Si je puis me permettre d'ailleurs une remarque, c'est que, et c'est encore un des avantages de la monarchie à la française, c'est l'organisation et c'est le temps long. Cette maîtrise du temps. Il ne faut pas oublier que la France a été le premier royaume à sortir du cycle des famines au XVIIIe siècle. Ouais. Et c'est dû très largement à Louis XI et à ses successeurs parce qu'il y a eu le travail sur les routes et sur la sécurisation des routes. C'est bien que lorsqu'il y avait un problème alimentaire, certes les prix augmentaient, mais on avait les moyens d'envoyer de la nourriture partout. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est pour ça que la France aussi a été le premier pays d'Europe à entamer sa transition démographique dès le XVIIIe siècle, ce sur quoi d'ailleurs s'est trompé Napoléon, parce qu'il n'a pas vu que justement on commençait à limiter les naissances au début du XIXe, mais justement c'est parce que la monarchie avait, je dirais, réussi son pari d'être véritablement la protectrice des peuples, de la nation et des populations. On passe de 20 millions d'habitants en 1715, alors qu'il y avait une période un petit peu rude, à 28 à la veille de 1789. Tout à fait. Et laisse-moi juste rajouter quelque chose sur l'Amérique. Là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a eu, au XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé ce que les historiens appellent le miracle canadien, parce que les Français qui sont allés en Amérique ont donné naissance à une race de colosses. Ah oui? C'est à travers pas mal de livres où on voit ça, c'est-à-dire que les gens qui sont arrivés de France, hommes, femmes, et tout ça, qui se sont mariés sur place, ont donné naissance à des hommes vigoureux. Ils avaient épousé des indiennes ou ils avaient oui, de toute façon, ils ont épousé des indiennes, mais même entre Français, ils ont donné naissance à des hommes qui étaient vigoureux. Alors ils existent toujours au Canada, ces gens-là? Bien sûr, de toute façon. Et on en voit quand on se promène au Québec. Ça serait très long à expliquer, mais au XIe siècle,
souvenez que les Français canadiens étaient ce qu'on appelait les porteurs d'eau ou les bûcherons, hein, donc parce que les Anglais, quand ils ont repris la main sur le Canada et l'Amérique française, ils ont fait en sorte que les métiers, on va dire entre guillemets intellectuels, ne soient réservés qu'au monde anglo-saxon. Et ça, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Un auditeur nous dit félicitations d'avoir parlé de Colbert, qui est le plus grand économiste que la France ait connu. Et un autre auditeur encore est content de nous entendre. Il dit que c'est une excellente émission et il fait observer à chaque fois qu'une révolution éclate, il y a toujours quelqu'un qui la finance. Ça c'est certain. La Révolution française a été financée par les Anglais et par la famille d'Orléans. Alors ça, je sais pas trop, mais en tout cas les Anglais probablement, oui. Mais d'un autre côté, la Révolution française a aussi éclaté parce que on n'arrivait pas à réformer. D'ailleurs, il y a une analogie extraordinaire entre la Ve République et l'Ancien Régime finissant. Même impossibilité de faire les réformes, même blocage, même mécontentement partout. Alors, nous avons parlé... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, parce qu'il y a le livre surtout, de Kaplan sur la guerre du pain, des farines, que Marion Sigaud a parlé. Alors, nous reviendrons sur tous ces sujets dans d'autres émissions. Alors, nous avons parlé donc des votations, nous avons parlé de l'importance de l'aristocratie, et il faut parler du roi, enfin. Alors, non pas le roi, quel roi, ça je ne sais pas, mais quels seraient les pouvoirs du roi? Alors, le roi, doit-il être un despote éclairé? Doit-il au contraire être un souverain qui reste en retrait, comme dans un régime de monarchie parlementaire? Est-ce que le roi doit avoir un pouvoir très important? On peut s'inspirer d'une expérience constitutionnelle très intéressante qui est celle du Liechtenstein, où le souverain a un pouvoir très important qu'il partage avec le peuple. C'est-à-dire qu'il y a une collusion entre le peuple et le prince au Liechtenstein. Alors il faut dire que c'est un petit État parce qu'il n'y a que 35 000 habitants. Ouais. Mais néanmoins, c'est un laboratoire. Le prince, quand il soumet une ordonnance, il peut se voir désavoué par le Parlement qui le rembarre. Et alors, il peut soumettre à référendum. Et à ce moment-là, le peuple, souvent, lui donne raison. À l'inverse, le peuple peut demander au prince d'exercer un droit de veto. Donc on peut concevoir que le roi ait un certain nombre de pouvoirs qui sont pas forcément aussi étendus que ceux de l'actuel président de la République, qui est un véritable dictateur pendant 5 ans. Du moins lorsqu'il dispose d'une majorité au Parlement. Il peut faire à peu près ce qu'il veut, sauf bien sûr à entraver les règles constitutionnelles, où là le Conseil constitutionnel le rappellerait à l'ordre. Mais est-ce que l'on fait donc du roi une sorte de despote éclairé, comme Bonaparte l'a été, comme Napoléon Ier, ou est-ce qu'on en fait un souverain plutôt constitutionnel, ou est-ce qu'on fait un régime mixte en lui donnant un certain nombre de pouvoirs dont il pourra user en accord avec le peuple pour contrer les appétits dévorants de l'oligarchie, qui bien sûr va faire en sorte que ses représentants soient au Parlement et que ses lobbies soient représentés. Alors ça, c'est une grande question. Et comment est le Premier ministre? Alors, il est responsable devant le roi ou devant les chambres? Alors, dans l'Empire allemand, qui est une monarchie justement mixte, qui est très intéressante, sur le papier, dans la Constitution impériale de 1871, l'empereur a assez peu de pouvoir. Il est le président d'une confédération de républiques et de monarchies. Mais il a un pouvoir très important, qui est de nommer et de révoquer le Premier ministre, donc le chancelier, qui n'est responsable que devant lui et pas devant le Reichstag. Donc le pouvoir de l'empereur Guillaume Ier ou de Guillaume II est lié à la possibilité de nommer le Premier ministre. Donc il gouverne à travers le Premier ministre. Est-ce que c'est ce système-là, qui d'ailleurs n'était pas mauvais, que nous voulons, ou est-ce que nous voulons un système de type plus parlementaire? Là, il faudrait peut-être faire toute une émission là-dessus. Oui. Parce que vous, au groupe d'Action Royaliste, vous avez réfléchi à toutes ces questions, oui. J'imagine. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe? On a réfléchi d'ailleurs de manière très diverse. On n'a pas tous les mêmes propositions, et je pense que le roi fera ce qu'il voudra d'une certaine manière. Mais je pense qu'effectivement, il n'est pas inutile de penser à des institutions monarchiques qui ont été différentes selon les temps, selon les moments. Et personnellement, je pense que le roi doit avoir un rôle de chef de l'État, de magistrature suprême, de magistrat suprême de l'État. Je vous interromps un instant, mais Benjamin Constant, qui était monarchiste et libéral, disait « Le roi doit représenter le pouvoir neutre ».
c'est-à-dire un pouvoir impartial. Et ça, c'est à mon avis essentiel. Oui, un pouvoir arbitral. Il doit à la fois être le trait d'union entre les différences, les diversités de la France, entre les provinces en particulier, entre les cultures différentes, etc. Il doit être un trait d'union. Il doit être un arbitre éventuel, mais un arbitre de dernier recours, d'une certaine manière. Je dirais que ça va peut-être paraître étrange ce que je vais dire, mais je reprendrai ce que m'avait dit, ce que m'avait évoqué Jean-Marc Varraud, et je n'étais pas le seul à qui il l'avait dit, c'est que en gros, le roi jouerait le rôle un peu du Conseil constitutionnel, parce que si l'on y regarde bien, le Conseil constitutionnel, c'est le roi d'une certaine manière d'aujourd'hui. C'est lui qui décide si une loi qui pourtant a suivi tout le processus gouvernemental, démocratique, parlementaire, si une loi est viable, acceptable ou pas. D'une certaine manière, le roi aurait ce rôle d'arbitre de dernier recours, et il pourrait effectivement choisir sans doute un certain nombre de ministres, mais personnellement, donc je n'engage que moi, je pense qu'il serait peut-être intéressant de faire élire le Premier ministre. Pourquoi ? Parce que, en définitive, les Français sont très attachés à l'élection du chef de l'État. Eh bien, transplantons cette élection du chef de l'État dont, à mon avis, au contraire, il faut externaliser le pouvoir au regard de l'élection, ou plutôt par rapport à l'élection, et faisons élire par les Français, à date fixe, d'une certaine manière, le Premier ministre. Comme en Angleterre, en somme. D'une certaine manière, voilà, d'une certaine manière. Je crois que c'est un moyen de préserver la monarchie, de préserver son côté arbitral et impartial d'une certaine manière, et en même temps, c'est bien le roi qui représente la France à l'étranger, qui est le grand diplomate par excellence, et je crois que cela serait une monarchie très équilibrée, formerait une monarchie très équilibrée, avec une participation des chambres, et je pense qu'effectivement il faut maintenir... Alors, là encore... Pardonnez-moi de vous interrompre, préférez-vous un scrutin majoritaire ou proportionnel ? Je pense qu'un scrutin... je crois qu'il faudrait un mixte des deux. Je crois qu'il faudrait un mixte des deux, et je pense qu'il faudrait redonner un peu plus de pouvoir à un Sénat des régions, à un Sénat des métiers des régions. Vous voulez d'ailleurs faire le général de Gaulle. Oui, je pense que dans la fameuse réforme de 1969. Et d'ailleurs, on est très injuste avec le Sénat. Certains veulent le détruire, etc. Moi, j'ai constaté que un certain nombre de sénateurs, peut-être pas tous, mais c'est comme partout pareil, travaillaient, et qu'un certain nombre de rapports du Sénat sont extrêmement intéressants à lire, et on devrait parfois plus s'en inspirer que des parlementaires députés qui, eux, ont un rapport plus électoraliste. Coupe de leur parti, parce qu'il y a la loi des reins de l'habilitation, et donc ils ne peuvent pas contrarier leur structure partisane. Mais je pense, pour reprendre le mot de Guizot, le trône n'est pas une chaise vide. Il ne faut pas que le roi soit exclu du monde politique, comme c'est le cas en Angleterre, au Danemark, ou en Hollande, ou en Suède. Il faut que le roi puisse, par exemple, déclencher des votations ou des référendums lorsque le sujet s'y prête. On pourrait, nous, avoir, par exemple, comme ça, un référendum sur les flux migratoires, sur la fiscalité, sur la nature du mariage. En 2013, un monarque aurait pu déclencher un référendum, justement, pour demander aux Français leur avis. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission, mais on a encore 5 minutes, donc pour parler des pouvoirs du roi. Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup déçu. C'est que dans les monarchies existantes, lorsque les rois ont pu exercer le pouvoir, et à 2 reprises ils auraient pu le faire, je pense à Juan Carlos en 1975 et au roi des Belges lorsqu'il n'y avait plus de gouvernement en Belgique, il y a une dizaine d'années, ils ne l'ont pas fait, ils ont reculé devant le défi qui leur était lancé. Parce que Juan Carlos avait hérité de pouvoirs extrêmement importants à la mort du général Franco. Et c'est lui-même, dans la Constitution de 1978, qui a sabordé ses pouvoirs, jusqu'à se réduire au rôle de potiche. Alors après, on s'étonne qu'il se soit ennuyé sur le trône et qu'il se soit consacré à des activités un peu étranges comme les safaris, les dépenses somptuaires. Mais évidemment, c'est très ennuyeux et c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce que le roi des Belges, il y a 5-6 ans, n'a pas tout simplement nommé un gouvernement et gouverné lui-même? Alors, sans doute, il y a une trop grande coupure avec les systèmes aristomonarchiques. Les princes actuels n'ont plus la manière de faire. Et ça sera long de remettre en place un prince qui soit capable et qui ait envie de gouverner.
Parce que les princes ne sont pas des hommes de parti non plus. Donc c'est plutôt maintenant devenu des personnes privées. Et ça, c'est le plus difficile pour nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faudra faire continuer cette émission sur ce thème. Mais on regardait un troisième exemple, Siméon de Roumanie. Bulgarie. De Bulgarie, pardon. Pardon, pourquoi je dis de Roumanie, de Bulgarie. Siméon a exercé le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fait élire et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait rétablir la monarchie? Il a perdu le pouvoir, finalement. Et c'était ridicule d'être le premier ministre d'une monarchie qui n'existait pas. Il y avait quelque chose aussi, quatrième exemple qui m'a beaucoup déçu. Lorsqu'Otto de Habsbourg s'est vu proposer le trône de Hongrie en 1989, il a eu cette phrase lamentable, je trouve. Je veux pas, je préfère, je serais plus utile comme député européen. Franchement, je vois pas très bien ce qu'Otto de Habsbourg a fait comme député européen, et en tout cas, c'est bien oublié. Il aurait été, à mon avis, plus utile comme roi de Hongrie, sauf que ça le barbait. Il n'avait pas forcément envie d'aller s'enfermer à Budapest dans un palais désert. C'est ça, le drame, c'est sociologique, au fond. Il y a une coupure avec le passé. Et ça, c'est là qu'il faudra surmonter quelque chose. Je crois qu'il faudra un roi instaurateur, un roi qui soit un vrai politique. Voilà. Un vrai politique. Un vrai politique. Je fais juste Frédéric, excusez-moi. Oui, Frédéric. C'est pour annoncer à nos auditeurs, s'ils le désirent, que nous faisons notre prochain banquet à Camelot le 18 juin. C'est l'appel du 18 juin, oui. Et qu'ils peuvent s'inscrire auprès de l'adresse Action et pour proposer leur propre dynastie, le cas échéant. Ils peuvent s'inscrire à actionroyaliste@yahoo.fr. Où seront présents Olivier Tournafont, voilà, Jean-Philippe Chauvin, peut-être Maître Vec, qui sait s'il est disponible ce jour-là, Frédéric Vinclair, évidemment. Voilà. Et peut-être d'autres auditeurs de Radio Courtoisie. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission d'entre-élections plutôt. Donc c'est un calme avant la tempête, à mon avis, mais je crois que nous verrons des choses à la rentrée, avec la réforme du droit du travail. Le dernier message que je peux donner au nom du groupe d'Action Royaliste, c'est que la plus grande chance que nous ayons, c'est d'être encore enracinés dans notre histoire et de pouvoir aujourd'hui et demain, tu parlais de noblesse, mais de l'incarner réellement dans la rue, c'est-à-dire de s'entraider entre nous, de retrouver le sens de la vie communautaire entre nous. Et c'est ça qui nous sauvera demain devant les périls. C'est ce que je dis à mes étudiants, je dis ne cherchez pas à être démocratique, cherchez à être noble. Et ça les frappe énormément. Parce qu'ils ont tellement peu entendu cela. Une sorte de nouvelle chevalerie. Exactement. Voilà, écoutez, chers auditeurs, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au début du mois de juillet pour une autre émission dont j'ai pas encore trouvé le thème en vérité, mais ça viendra. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés, dirigé par... Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire, dirigé par Olivier Tournafont, assisté de Caroline, diffusé en direct mardi 6 juin 2017, de 18h à 21h et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et je vous rappelle aussi que cette émission sera rediffusée demain matin à 7h30 et dans la nuit suivante à 2h du matin. Et puis dans quelques instants, le programme de votre soirée, puis le bulletin de réinformation. Restez bien avec l'écoute.
Notre antenne, c'est Radio Courtoisie. Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit à Radio Courtoisie. Tout à l'heure à 21h30, le libre journal du monde de la foi. À 23h, les nuits musicales avec la symphonie numéro 2 d'Albert Roussel. À minuit, le libre journal des Insoumis dirigé par Raphaël Jodot. Invité Alexis Raphaël Antoine, libraire de livres anciens. Jeff, chroniqueur, les errements de la culture. À 2h, le libre journal d'Henri Delesquin, assisté de Nathalie, l'émission d'hier lundi. Invité Charles Zorbi, professeur émérite à la Sorbonne, publiciste, écrivain. Patrick Simon, avocat, président de l'ALEPS. Gérard Le Tailleur, éditeur, bibliophile, historien de Paris. François Robot, photographe, journaliste, gastronome, secrétaire général de l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Jean-Louis Valzac, restaurateur. Les événements qui ont changé la face du monde depuis 1945. Chronique du grand large. Qui va ratifier la COP21 ? Paris a-t-elle perdu le goût du café ? Chronique du courrier des auditeurs. À 6h demain matin, les mardis de la mémoire créés par Pierre Chaunu et dirigés par Anne Collin et Dominique Paoli. Invité Frédéric Lemoal, historien du Vatican à Victor Emmanuel III, une œuvre riche sur l'Italie. Toujours demain matin, mais à 7h30, le libre journal du droit et des libertés, dirigé par Olivier Tournafont, assisté de Caroline. Invité Prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, président d'honneur du Mémorial de France à Saint-Denis. Daniel Eck, notaire. Jean-Philippe Chauvin, professeur d'histoire-géographie. Frédéric Vinclair, président du groupe d'action royaliste. La monarchie est-elle une solution ? Et puis dans quelques instants, le bulletin de réinformation. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, en DAB+, et sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord, par satellite sur CanalSat et TNT-Sat, et pour le monde entier, par Internet sur radiocourtoisie.fr. Votre antenne, c'est Radio Courtoisie. Notre antenne, c'est Radio Courtoisie. Et tout à l'heure, dans une demi-heure, sur Radio Courtoisie, le bulletin de réinformation, tout à l'heure à 21h30, vous pourrez suivre le libre journal du monde de la foi dirigé par Jean Christaki de Germain. Et tout de suite, le bulletin de réinformation, édition présentée par Philippe